maintenant que nous avons fait. Je m'appelle Ira Khan Adeogun. Je travaille à l'organisation Possible aux Britanniques. Nous visons une société à zéro carbone disponible pour tous. Et donc, cette séance est la dernière séance de notre séance pour réimaginer Londres, New York et Paris dans le cadre de la campagne Car Free Megacity. C'est avec le travail de la collaboration de Broken Spoke, de Paris sans voiture et d'autres organisations. Il s'agit vraiment de développer une imagination positive, une vision positive pour nous éloigner de l'accaparement des espaces publics par les voitures et redonner sa place aux piétons et à la nature. Et, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une société, une mégacity sans voiture, c'est une mégacité libérée des voitures. Ça n'est pas une voiture où il n'y a ce n'est pas une cité où il n'y a aucune voiture, mais en tout cas où l'espace est repris à la voiture. Et notre campagne visant à réduire la place de la voiture vise également à faire notre vie plus facile. Nous voulons donc améliorer la mobilité en réduisant le nombre de voitures sur les routes et dans le même temps, nous souhaitons partager les meilleures pratiques au niveau international et aider les décideurs à prendre des décisions justement à un niveau national. Et donc, nous avons vu au cours des dernières années des grands changements de la société et nous avons une crise de l'inégalité, crise climatique et bien sûr la crise du Covid et sa pandémie. Et toutes ces questions se superposent et je vais être joint par 3 représentants importants de Paris, New York et Londres pour discuter sur quoi ils sont en train de travailler et ce qu'ils ont prévu pour leur ville. Donc, nous avons un message préenregistré de David Béliard, qui est l'adjoint au maire de Paris, en charge de la transformation des espaces publics. Et je vais donc lancer la vidéo maintenant. Ok, ouais. Paris, comme toutes les grandes métropoles européennes et mondiales, a été longtemps pensée autour de la voiture. La voiture aujourd'hui représente encore à peu près 45% de l'espace public dans la capitale française. Or, ce n'est que 13% des déplacements. On a donc une anomalie. D'un côté, la voiture représente une part minime des déplacements, 13%, et elle occupe encore presque la moitié de l'espace public. Or, comme toutes les métropoles, Paris est confronté à des enjeux qui sont des enjeux majeurs. Accélération des dérèglements climatiques, augmentation en intensité et en fréquence des canicules, inégalité sociale, demande aussi d'un air plus pur, d'une ville plus apaisée, plus douce, moins bruyante. Et pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, Paris, comme d'ailleurs beaucoup de métropoles, doit récupérer de l'espace public. Et on va la récupérer sur l'emprise aujourd'hui qui est occupée par la voiture. Alors, comment tout ça se déroule? Nous avons lancé un certain nombre de chantiers. De chantiers d'abord autour des écoles, parce que ce sont les enfants que nous voulons protéger. Ce sont pour les enfants que nous voulons d'abord une meilleure qualité de l'air, et parce que nous voulons que les enfants, leurs familles, les professeurs, la communauté éducative puissent vivre et travailler en toute sécurité et donc améliorer la sécurité autour et aux abords des écoles. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place plus d'une centaine de rues aux écoles, c'est-à-dire des rues où il n'y a plus ou peu de circulation automobile et qui vont être progressivement transformées pour remettre de la nature, pour faire des jeux pour justement les enfants, ou pour tout simplement avoir quelques places de stationnement pour les vélos bien sûr, et permettre aux piétons de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Ces rues aux écoles, c'est une première étape du dispositif. Le dispositif, il est aussi celui de créer des cœurs piétons au centre de Paris, parce que nous allons piétoniser l'ensemble du centre de Paris pour redonner et pour vraiment mettre la question de la marche à pied au cœur des politiques publiques que nous menons.
Mais ce n'est pas tout. Les cœurs piétons vont être développés dans l'ensemble des quartiers et des arrondissements de Paris, et notamment les arrondissements les plus populaires, parce que cette politique qui vise à améliorer la qualité de l'air, qui vise à apaiser la ville, à donner un meilleur cadre de vie aux habitantes et aux habitants, eh bien, elle n'est pas juste réservée aux habitants de l'hypercentre. C'est aussi une politique que nous voulons offrir à celles et ceux qui sont plus modestes et qui vivent dans des quartiers périphériques. Et puis enfin, nous avons lancé un grand chantier des états généraux du stationnement. Pourquoi? Parce que nous souhaitons transformer à terme 50% des places de stationnement en surface pour en faire quoi? Eh bien, de la nature, encore, faire de la place pour les mobilités douces et actives, la marche à pied, finir et continuer, développer les pistes cyclables, parce que nous voulons un Paris 100% cyclable. Et puis nous voulons aussi proposer à l'ensemble de la concertation citoyenne pour que les riverains, les riveraines puissent décider de ce qu'on va faire, de cet espace qui était un espace libéré. La moitié des places de stationnement, c'est environ 60 hectares. 60 hectares, c'est 3 fois le parc des Buttes-Chaumont, qui est un grand parc dans le 19e arrondissement dans l'est de Paris. 60 hectares, c'est l'équivalent d'un grand parc disséminé partout dans la ville et que nous allons redonner aux Parisiennes et aux Parisiens pour qu'ils puissent marcher, pour qu'ils puissent faire du vélo, pour qu'ils puissent se rafraîchir quand il fera très chaud, pour qu'ils puissent jouer ou tout simplement profiter de la ville et flâner. À Paris, nous avons Charlotte Gou qui est avec nous, qui est de l'équipe de Charlotte de David Belliard, qui est en charge du développement des routes et du transport à Paris. Charlotte, je pense que vous avez préparé une présentation plus détaillée et peut-être que vous pourriez nous en dire davantage. À expliquer comme étant ce que nous voulons faire à Paris avec des exemples qui ont déjà été réalisés à Paris. Parce que nous avons déjà fait un certain nombre de choses depuis plusieurs années à Paris. Alors, rapidement, un enjeu fort du mandat précédent et du mandat à venir pour Paris, c'est de transformer Paris en une ville 100% cyclable. C'est-à-dire que à chaque point de Paris, tout le monde puisse faire le choix du vélo s'il le souhaite comme moyen de se déplacer. Donc ça passe par tout un tas de solutions. Les solutions les plus visibles sont évidemment celles qui consistent à soit réaliser des pistes cyclables, donc ça c'est ce que vous voyez sur les photos de droite, soit carrément à supprimer les voitures et à interdire des voies aux voitures. Ça c'est ce que vous voyez sur la photo de gauche avec la rue de Rivoli, où ne peuvent plus circuler que peu de voitures et la plupart est rendue au vélo. Ça passe aussi, et c'est très important pour le maillage, par faire en sorte que chacune des petites rues de Paris soit aussi accessible à vélo et accessible à double sens dans des bonnes conditions de sécurité. Donc avec le fait de passer toutes les rues à 30 km/h. Voilà, et donc on l'a aussi fait en provisoire. Donc c'est des aménagements qui soit sont faits pour toujours, soit ont été faits provisoirement avec la crise du Covid, qui sont aujourd'hui encore dans les rues de Paris, avec donc des plots jaunes qui ne correspondent pas exactement à l'esthétique parisienne. D'autres exemples de reconquête de l'espace qui ont pu être faits pour montrer que c'est faisable. Donc là, c'est donc 2 exemples de voies sur berge. Donc des voies sur berge, c'est des autoroutes urbaines qui ont été créées le long de la Seine, sur la Seine en fait, à certains endroits de Paris, qui ont été fermées aux voitures pour être rendues à d'autres usages, donc en particulier aux piétons, aux vélos, aux usages récréatifs. Voilà, donc c'est des projets qui sont très emblématiques, qui sont assez difficiles à porter pour les élus, qui amènent beaucoup de critiques de la part des usagers de la voiture, mais qui donnent des résultats
assez spectaculaires pour les autres usagers, donc en particulier les piétons, les vélos, les enfants, etc., sur les espaces qui sont rendus aux piétons. Autre type d'exemple, alors ça, c'est des exemples qui sont beaucoup moins emblématiques, mais qui sont très importants. C'est que dans chaque quartier, chaque rue fait l'objet d'un travail pour réduire la place de la voiture et donner plus de place à, selon les cas, de la végétation, des plantations d'arbres, des vélos, élargir les trottoirs pour les piétons. Donc ça, c'est des projets qui vont pas être médiatisés, qui vont pas être particulièrement montrés, mais qui sont très importants parce que c'est vraiment chaque rue de Paris, chaque rue que les Parisiens vont prendre quand ils sortent de chez eux. Donc pour la qualité de vie, pour les habitants de Paris, c'est vraiment des projets qui sont très importants et que l'on fait disséminer sur l'ensemble du territoire parisien. Évidemment, nous faisons ça en particulier devant les écoles. Donc, comme l'a expliqué David Béliard, nous allons en faire encore plus dans le courant du mandat, donc ce qu'on appelle des rues aux écoles, c'est-à-dire que devant les écoles, les enfants et les parents qui amènent les enfants puissent le faire à pied et à vélo en toute sécurité, sans se soucier qu'il y ait des voitures ou des scooters qui passent, des deux roues motorisées, des motos, qui passent au moment où ils amènent leurs enfants à l'école, où leurs enfants peuvent avoir le droit de se déplacer sur l'ensemble de la rue. Voilà, donc c'est des aménagements qui parfois sont temporaires, qui existent au moment de la rentrée des classes ou de la sortie des classes et pas nécessairement sur toute la journée, ce qui pose pas mal de contraintes puisqu'il faut ouvrir des barrières, fermer des barrières. Ensuite, un élément aussi important de la reconquête de l'espace dans la voiture, c'est aussi de gagner, dans le temps, c'est-à-dire de faire des choses qui sont temporairement. Temporairement, la voiture n'a plus accès et on le donne aux piétons ou aux vélos. Donc, c'est les zones qu'on appelle Paris Respire, qui sont faites tous les dimanches ou samedis selon les endroits, avec des zones entières de Paris, donc la plus emblématique étant l'avenue des Champs-Élysées, qui sont interdites aux voitures et réservées uniquement aux piétons et aux vélos. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Déjà, ça permet d'offrir aussi un espace de respiration aux Parisiens sur les week-ends, puisque Paris est une ville qui manque d'espace vert. Et ça permet de se rendre compte aussi de l'espace énorme que l'on donne aux voitures la plupart du temps. Voilà. Et donc, un autre élément phare du mandat, c'est aussi d'enlever les voitures qui ne bougent pas et pas uniquement celles qui bougent. Et donc, les voitures qui ne bougent pas, elles sont stationnées dans nos rues, elles prennent beaucoup de place pour un usage qui est relativement faible. Donc, l'objet du mandat, c'est que la moitié de cette place soit enlevée pour le stationnement d'une voiture qui ne bouge pas et soit redonnée à d'autres usages. Les usages ne sont pas définis aujourd'hui. Pour ceux qui ont entendu l'intervention de David Béliard, il y a une consultation auprès des Parisiens pour leur demander ce qu'ils souhaitent qu'on y mette. Donc, il y a plein d'options. On peut y mettre des terrasses de restaurants. On peut y mettre, en voyez à gauche, c'est une zone pour pouvoir trier ses déchets, puisqu'on a des problèmes de locaux pour mettre les déchets, parce que les immeubles parisiens sont petits. Pour y mettre des terrasses, pour y mettre évidemment du stationnement vélo, de la végétation, tout un tas d'autres usages qui restent à définir, mais qui ne soient pas pour stationner une voiture. Et voilà, je crois que c'est la fin. Et donc, merci à tous. That's brilliant. Thank you so much, Charlotte. Merci beaucoup, merci Charlotte. C'est super de voir ce qui se passe à Paris et je sais que nous sommes tous très envieux de cette transformation. Je vais maintenant passer la parole à Dr. Will Norman à Londres. C'est notre premier commissaire de cyclisme et de marche. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez nous expliquer ce que vous faites. Oui, merci à tous. C'est bien de voir qu'il y a tellement de gens de partout dans le monde qui parlent de projets si intéressants, qui partagent ces pratiques. Je vais voir si je peux faire un petit partage d'écran. Oui, bien. Je suis Will Norman, je suis commissaire de la marche et du cyclisme et je vais vous parler de ce que nous faisons à Londres tout particulièrement et je vais vous dire comment la Covid a affecté notre façon de faire et comment nous allons avancer après la crise. Comme à Paris, nous avons beaucoup pensé à la politique du maire et ce qui est au cœur, c'est comment soutenir les gens, comment créer des rues saines.
Cela fait partie de notre stratégie et l'ambition est de changer le pourcentage des trajets de 63% de marche et de cyclisme à 80% de tout trajet étant des trajets à la marche ou à vélo. C'est une grosse réduction dans le nombre de trajets en voiture dans notre ville. Si j'avais donné ce discours il y a quelques années, même il y a un an, je parlerais du fait qu'on investit 150 millions de livres par an en nos rues et nous avions triplé la quantité de pistes cyclables à Londres comparé à avant. La moitié de nos rues sont maintenant des rues à 20 000 par heure comme à Paris où nous reconnaissons le besoin de plus basse vitesse. Mais bien sûr, nous avons été percutés par la Covid et ceci a tout changé à Londres. Et en dépit de toutes les choses atroces qui se sont passées, l'une des choses qui ont eu lieu lors du confinement, c'est qu'il y avait beaucoup moins de circulation dans la rue et dès qu'il y avait moins de circulation, nous avons témoigné des choses spectaculaires. Les familles ont commencé à s'accaparer de cet espace. Les enfants ont fait du vélo sur ce qui aurait été une rue avec beaucoup de circulation comme celle-ci. Les gens se baladaient pour aller au parc, pour faire du skateboard ou du hula hoop. Ils utilisaient cet espace, on aurait vu des voitures. Sinon, il y a eu une baisse dans l'usage des transports publics. Seulement 5% des trajets qu'on avait vus auparavant dans le métro se passaient. De ma perspective, ceci était très perturbant car si les gens avaient peur d'utiliser les métros, cela voulait dire qu'il y avait des millions de trajets qui avant étaient durables par transport public qui s'orientaient vers des voitures et ça voulait dire beaucoup d'embouteillages, un chaos économique dans la ville. Et aussi, ceci nous amène à une ère toxique et une crise de pollution, c'est la dernière chose dont on a besoin dans le cadre de cette pandémie. Et donc, comme d'autres villes, partout, nous avons rapidement redistribué l'espace de nos voitures pour faire de l'espace pour des gens, pour qu'ils puissent circuler, pour qu'ils puissent continuer à faire du vélo, comme nous avons vu dans cette image d'avant, qu'ils pouvaient faire de la marche en sécurité, tout en ayant cette distanciation sociale. Une chose que nous avons fait, c'est que nous avons pris de l'espace de la route ici à Brixton, à Londres. Avant, il y avait beaucoup plus d'espace sur les voitures, mais nous avons agrandi le passage piéton. Il y a maintenant beaucoup de mètres carrés pour les piétons, comme nous le voyons ici. Nous avons aussi beaucoup plus de petites rues à Londres, voici à l'est de Londres, et ceci a été fermé. Les véhicules ne pouvaient plus y aller, enfin si, juste pour les livraisons, mais sinon c'était plus pour les piétons, comme vous les voyez, là ils font la file. Et ce n'est pas bon seulement pour le transport et la santé, c'est aussi bon pour le commerce au niveau local, car notre recherche nous montre que si les gens font de la marche ou sont à vélo, ils dépensent plus que dans le magasin que ce qu'ils auraient fait auparavant. Sinon, nous avons des grandes rues principales, comme à Paris, voici Park Lane, où il y a 4 voies de circulation d'un côté et 4 de l'autre côté, où normalement les véhicules étaient à 40 000 par heure, mais nous avons repris cet espace pour créer un réseau sûr de pistes cyclables. Nous avons aussi changé des voies telles que celle-ci pour faire ce que vous voyez dans cette photo. Sur 12 mois, nous avons livré des centaines de kilomètres de nouvelles voies pistes cyclables. Et nous avons vu une grande augmentation dans le nombre de personnes qui font du vélo. L'année dernière, il y avait... Et de mon point de vue, ça a vraiment été une sonnette d'alarme parce que si les gens ont peur d'utiliser les transports en commun, cela peut peut-être forcer des personnes qui vont abandonner un mode de transport durable et propre pour faire encore davantage d'embouteillages avec plus de voitures. Et ça va créer un chaos économique, mais également créer un air plus toxique. Et un air toxique, c'est ce dont nous ne voulons pas pendant une pandémie. Et donc, par conséquent, nous avons voulu réallouer rapidement des espaces, des voitures, pour faire plus d'espace pour les gens qui puissent se déplacer, pour qu'ils puissent continuer à utiliser leur vélo et qu'ils puissent marcher en respectant la distanciation sociale. Une des choses que nous avons fait, c'est créer un espace, en reprendre un espace, comme par exemple à Brixton, dans le sud de Londres. Nous avons organisé un meilleur trottoir.
Et nous avons désormais plus de 22 000 mètres carrés de trottoirs supplémentaires. Nous avons également d'autres rues commerçantes plus petites. Par exemple, ici, vous avez un exemple à l'est de Londres, et nous l'avons fermé aux véhicules simplement pour les livraisons. Et nous avons créé une zone pour les piétons. Et vous voyez que les gens qui sont en train de marcher dans la rue, et c'est pas simplement bon pour eux, mais c'est également bon pour les commerces, parce que nos recherches ont montré que quand les gens marchent, ils dépensent plus. Et c'est ce dont les magasins ont besoin actuellement. Et nous avons également des grandes artères. Et vous avez la photo de Park Lane, avec 4 voies. Et avant, nous étions à 40 miles de l'heure. Et nous avons mis en place des pistes cyclables sécurisées. Nous avons également réorganiser les choses, nous avons fait des transformations et au cours des 12 mois, nous avons mis en place 100 km de pistes cyclables et nous avons vu une grande augmentation du nombre de personnes qui utilisent leur vélo. Nous avons vu plus de 200% d'augmentation de personnes qui utilisent leur vélo au cours du week-end dernier. Et pour vous dire la vérité, les magasins de vélos se plaignent qu'ils n'ont plus assez de vélos à vendre, et donc vous voyez un grand changement dans notre ville. Et il ne s'agit pas simplement de créer un mouvement, mais essayer de voir comment nous allons créer un nouvel espace et comment nous allons pouvoir organiser des filtres pour la circulation. Et ce que nous voyons dans ces zones, c'est que nous avons vu que nous avons 31% de voitures en moins, 50% de vélos en plus, et nous avons également enregistré 42 minutes de marche supplémentaires par semaine. Nous avons des changements de comportement et cela amène un air plus pur. Et comme à Paris, nous nous sommes concentrés sur les écoles. Nous avons environ 330 rues écolières supplémentaires. Et je sais que récemment, nous avons eu 4 écoles, rues pour les écoles plus sécurisées. Et nous avons bloqué la circulation et pour faire en sorte que les parents ne déposent plus leurs enfants en voiture. Et nous avons approximativement 250 000 trajets en voiture en lien avec les écoles. Et nous avons vu, par exemple, à Enfield, nous avons 28% de voitures en moins, 10% de transport en skateboard et en trottinette supplémentaires, 8% en vélo. Et vous voyez que c'est très important pour les enfants, parce qu'une fois que les enfants ont pris cette habitude, ils vont répéter cette habitude toute leur vie. Et nous avons fermé quelques des rues près des écoles, comme à Paris, et nous avons lancé ce que nous appelons les restaurants, c'est-à-dire les streeteries, et des restaurants dans la rue. Et ça n'est pas une controverse. Nous avons eu quelques résistances. C'est un sujet très sensible. Nous avons eu du vandalisme. Nous avons eu des actions en justice contre cela. Mais les sondages montrent que lorsque les gens voient ces changements, ils veulent les garder et ils en veulent davantage. Nous devons nous engager davantage. Nous devons travailler plus avec nos communautés pour qu'ils soient bien au courant de ce que nous faisons et pourquoi nous les faisons, ces changements. Et nous voyons également qu'il est important de voir que nous pouvons faire les choses plus rapidement, que nous pouvons expérimenter. Nous pouvons utiliser du matériel beaucoup plus temporaire. Et nous faisons des choses qui auraient semblé impossibles il y a quelques années. Et heureusement, au Royaume-Uni, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel du Covid. Nous avons un programme de vaccination qui fonctionne très très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, un tiers de la population est déjà vaccinée. Mais malgré la baisse des cas du Covid, il reste toujours des problèmes d'obésité, des problèmes d'inactivité. Les inégalités en termes de santé sont terribles dans notre pays. Et nous avons également une crise de la pollution, comme dans la plupart des grandes villes, mais le gros problème, c'est le changement climatique. Nous ne pouvons pas nous faire vacciner contre le changement climatique. Nous voyons que 25% des émissions de CO2 à Londres viennent du transport et nous devons travailler sur ce point. Nous avons également une crise économique et cela veut dire que nous allons avoir moins d'argent à dépenser et nous avons montré que nous pouvons travailler sur nos rues, nous pouvons faire en sorte que nos rues soient pour les gens, qu'il y ait plus de piétons, qu'il y ait plus de vélos, moins de pollution et moins de risques sur la route. Et nous devons le faire maintenant.
et le plus vite possible. Et je voudrais finir par vous parler de mes 3 ingrédients magiques pour changer la ville. Et avant tout, nous avons besoin d'un leadership politique. Nous avons besoin d'un soutien politique comme à Paris. Nous avons également un maire qui est vraiment engagé, qui fait du vélo lui-même, qui a de l'asthme et qui comprend qu'il est important de s'attaquer à la pollution atmosphérique. Et nous avons également besoin d'une expertise technique et je souhaite vraiment remercier toutes les personnes dans Londres, les ingénieurs, les responsables du transport qui ont fait en sorte que les changements soient possibles. Mais avant tout, nous avons besoin d'une campagne auprès des communautés. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui nous avons vu au cours des dernières années, c'est que de nouvelles personnes et les gens ont vu ce que nous faisions des rues et à quoi pourraient ressembler les rues à l'avenir. Et il y a cette campagne auprès des communautés et par les communautés qui rend cela tout extrêmement enthousiasmant car nous avons des nouvelles générations qui sont vraiment engagées dans cela. Je souhaite remercier tout le monde à Londres et ils ont fait un fantastique travail pour faire ce qui a été fait au cours des dernières années. Et nous vous engageons vraiment à continuer vos efforts et à continuer sur cette voie. Et, je voudrais conclure en vous disant simplement que c'est très très simple. Merci. C'est fantastique, Will, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous avez dit au sujet de ces campagnes avec les communautés et c'est vraiment cette mentalité que nous essayons de promouvoir dans cet espace. Et je vais maintenant passer la parole à notre représentant de New York, qui est Emily Widenhall, qui est responsable des espaces publics au service des transports de New York. Et elle travaille étroitement avec les communautés pour y réimaginer les rues comme des espaces publics. Émilie, avant que je commence, un petit rappel de la part de nos interprètes pour vous demander de parler un peu plus lentement afin qu'ils puissent suivre le mouvement. Et vous avez la parole maintenant. Je crois que votre micro est éteint. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et de participer à ce fantastique groupe de personnes et de villes. Je vais parler un petit peu de notre programme de restaurants ouverts, Open Restaurants. Et vous savez que nous avons eu la pandémie du Covid-19 et après cela, les New-Yorkais se sont appropriés leurs espaces plus que jamais et j'ai trouvé que c'était absolument fantastique de voir une demande d'utiliser, de s'approprier ces espaces publics dans les différents districts et par les différentes communautés, et bien sûr à New York et le service des transports, et en particulier mon unité, l'unité des espaces publics, ont réfléchi sur un programme et comment réagir de manière agile et rapide à tout cela et comment s'organiser avec des relations avec les communautés pour répondre aux besoins causés par cette crise. Et nous avons lancé Open Streets, les rues ouvertes, et nous avons vraiment essayé de fournir ces espaces publics sûrs pour les communautés en respectant la distanciation sociale, pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale et pour faire en sorte que les gens puissent sortir en toute sécurité. Et puisque les restaurants étaient fermés, en tout cas dans leur salle intérieure, toute la ville s'est concentrée sur comment aider ce programme, cet élément fondamental de la ville de New York. Nous avons vraiment été encouragés par toutes les adaptations, nous avons eu le soutien des entreprises et des restaurants, et nous avons commencé à avoir des initiatives. Et simplement vous rappeler et que nous avons donc compris qu'il était important d'avoir utilisé ces rues pour vraiment soutenir les restaurants. Et nous sommes passés du service des transports et nous sommes ensuite devenus le service des transports et des restaurants. Un de nos plus grands défis, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est qu'avant la pandémie, New York comptait environ 27 000 restaurants. Donc vous voyez la dimension gigantesque de l'effort à faire si nous voulions répondre aux besoins de tous les différents types de restaurants dans toute la ville. Et nous essayons d'avoir une vision simple et agile
et quelque chose qui pourrait être traduit et interprété de différentes manières, dans différentes régions. Et nous voulions créer des terrasses extérieures et des restaurants extérieurs, et, et sur les trottoirs et également sur les rues. Et comme nous l'avons bien compris, ça a été vraiment très populaire. Nous avons euh, vu de nombreuses demandes, 1800 demandes le premier jour, 5000 demandes la première semaine, 8000 demandes le premier mois. Une des clés de ce succès de ce programme a été ce que nous appelons l'auto-certification, et quelque chose de très nouveau pour cette ville. Nous demandions les restaurants d'envoyer des informations, nous avions des plans, nous avons essayé d'un petit peu de lisser la procédure de candidature et de demande, et de faire en sorte que les restaurants pouvaient obtenir une certification en quelques minutes, et en mesure d'ouvrir sur les trottoirs et sur la rue. Et c'est important pour nous d'avoir des données en temps réel, d'être en mesure de faire un suivi des candidatures et des demandes, et de pouvoir inspecter les restaurants qui étaient ouverts. Et nous devions également être en mesure de garantir que les piétons et les cyclistes puissent utiliser les rues également. Et donc ça a été vraiment important pour pouvoir communiquer avec tous les candidats à ce programme. Et donc, ces données ont été disponibles pour tout le monde. Et je souhaite remercier notre équipe technologique qui a vraiment fait un travail titanesque pour développer cet outil fantastique que nous utilisons maintenant auprès des candidats, également pour nous. Et donc, vraiment, les images que vous voyez parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez voir des images absolument fantastiques sur cette diapositive, dans les magazines, dans les revues qui ont couvert cela. Et donc nous avons des rues ouvertes, piétonnisées, nous avons fermé certaines rues, mais en laissant malgré tout les cyclistes et les piétons pour qu'ils puissent circuler tout en respectant la distanciation sociale, mais de faire en sorte que les restaurants aient de la place pour ouvrir. Ça a été une transformation radicale, et ce qui ressemblait à une ville fantôme quelques semaines auparavant, et a vraiment recommencé à vivre. Chaque restaurant a amené sa conception, sa décoration particulière, et les restaurants ont vraiment fait des efforts fantastiques pour vraiment créer un nouvel environnement, malgré les contraintes qui existaient. Et donc ça a été vraiment une réussite pour les différents New-Yorkais. C'était vraiment une bouffée d'air frais pour ces New-Yorkais mal après toutes ces tragédies et tous ces décès. Et, et pour nous, ce programme Open Restaurants est devenu vraiment une vision de ce que pourrait être la nouvelle vie. Et nous voyons la couverture du magazine New Yorker de mars 2020, où une photo montre la ville totalement fermée, et ensuite une photo où nous voyons la vie bouillonnante après la pandémie. Et donc nous avons également rajouté différentes références culturelles pour égayer un petit peu le programme. Et donc c'était vraiment important pour la ville de New York. Et quelque chose qui a peut-être été évident avant la pandémie, vraiment quelque chose de représentant, quelque chose qui représenterait vraiment les différentes communautés, et de l'importance de soutenir vos communautés et vos quartiers. Et ce qui était vraiment un programme de vie a existé grâce au soutien et la collaboration de différentes entités, les agences gouvernementales et municipales. Nous avons également une grande ville, et donc forcément beaucoup de bureaucratie et différents silos, et tout le monde s'est réuni pour
aidé, nous avons également des campagnes sur les réseaux sociaux. Nous avons expliqué aux gens comment ils pouvaient manger à l'extérieur. Et nous avons également un soutien fantastique des petites entreprises qui ont vraiment fait en sorte de voir comment ils pouvaient ouvrir des restaurants, mais vraiment comment simplifier la vie de ces restaurants. Et pour leur expliquer qui va les inspecter, comment et pourquoi. C'est vraiment des questions complexes et c'est important de souligner que différentes agences administratives se sont réunies, se sont euh, engagées à aider les petites entreprises. Nous avons réalisé des modes de communication en plus de 10 langues différentes. Nous avons mis en place une hotline. Nous avons également eu un service des petites entreprises qui nous a aidés. Et pour répondre aux questions des différents entrepreneurs, nous avons eu une fantastique collaboration également des différents designers présents dans la ville. Et nous avons eu des partenariats de collaboration avec différents services pour aider, répondre aux besoins des différents restaurants. Les designers ont également aidé à concevoir des espaces sûrs, faire en sorte qu'ils soient également accessibles pour les personnes qui auraient des handicaps. Et nous avons également eu une collaboration et un soutien fantastique des entreprises tenues par des Afro-Américains. Et surtout dans cette période où la pandémie n'a fait qu'exacerber les inégalités systémiques préexistantes dans notre ville. Et donc les designers qui sont venus également et les concepteurs qui sont venus pour aider des régions et les quartiers qui ont été le plus durement touchés par cette pandémie. Par exemple dans la région du Queens. Et nous avons des restaurants qui ont rouvert et des espaces publics qui ont ouvert dans ce district. Et au cours de l'année dernière, nous avons créé plus de 65 miles de rues ouvertes. Nous avons plus de 11 000 restaurants qui ont ouvert, qui ont participé au programme, qui ont permis de créer plus de 100 000 emplois. Nous avons 15 miles de restaurants dans les rues ouvertes. Et dans ces rues qui ont été totalement piétonnisées, et des rues, avoir un plus grand espace pour les piétons et les cyclistes. Et ça a été vraiment un exemple fantastique de ce que peut faire notre ville, de la manière dont nous avons planifié l'aide à l'ensemble de la ville. Et nous ne sommes pas simplement cantonnés aux centres commerciaux, nous essayons vraiment d'avoir un réseau beaucoup plus large entre les quartiers. Nous voyons que de plus de personnes restent chez eux et cela a rendu encore plus crucial le fait de pouvoir sortir en toute sécurité et de travailler pour ces raisons sur différents districts et sur différents quartiers pour les rendre plus sûrs. Et dans le programme Open Streets et le programme Open Restaurants ont été des réussites. Je vais vraiment vous laisser sur quelques mots. Nous allons passer à l'avenir, réfléchir à l'avenir, et c'est important de vraiment de voir ces photos. Nous n'allons pas vous montrer les photos de restaurants qui ont malheureusement bloqué des allées de bus et des pistes cyclables, mais à l'avenir, nous allons vraiment essayer de conserver cette habilité à être plus agile et de continuer à trouver un bel équilibre entre restaurants, activités commerciales et les cyclistes et les piétons, et essayer de conserver cet espace public. Et vous voyez donc ces photos qui vous montrent les restaurants dans les périodes d'activité plus basses. Vous avez des pics d'activité et également des activités ou des moments où les activités sont plus basses. Et cela nous montre vraiment qu'il est important de penser de manière beaucoup plus flexible, d'envisager de manière beaucoup plus flexible nos rues. Et alors que nous allons nous pencher vers l'avenir,
est important de reconcevoir nos rues et de sortir de cette approche très binaire. Nous essayons vraiment d'avoir un dégradé beaucoup plus large, une palette beaucoup plus large de ce que nous voulons faire avec nos rues. Et nous avons par exemple des limitations de vitesse autonomes. Nous avons essayé de trouver une nouvelle donne avec un espace plus large pour les piétons. Et nous allons être en mesure d'utiliser nos outils pour mettre en pratique les leçons que nous avons apprises au cours de l'année dernière et apprendre à mieux gérer nos rues pour les différentes demandes des différents citoyens et utiliser ces rues pour plus de monde et de plus de personnes. Merci. Fantastique, Émilie, merci beaucoup. Merci. Il y a eu de nombreuses choses qui sont dites dans la section des commentaires. Et donc, vraiment, voyons que ça a été vraiment une bouée de sauvetage pour New York pendant ces périodes difficiles. Merci beaucoup à vous et vos équipes. Je vais pas ouvrir la parole, le micro et ouvrir la session de questions-réponses. Et je vais en profiter pour poser moi-même ma question. Et j'aimerais que tout le monde y réponde. Et donc nous avons exposé notre vision pour des méga-villes sans voiture et nous avons dit comment cela serait possible, comment font les gens actuellement. Et nous avons entendu parler de vos plans, de la manière de mettre cela en pratique, comment vous allez les mettre en pratique. Et pour nous rapprocher de cette vision. Alors, en gardant tout cela à l'esprit, qu'est-ce qui vous rend enthousiaste dans ce que les autres villes font et comment pensez-vous que cela pourrait marcher dans votre ville? Donc, Charlotte, je pense que je vais commencer avec vous. Merci. Je vais passer à l'anglais, donc désolé pour les interprètes, mais je vais vous laisser interpréter en français. Et je pense que nous allons tous dans la même direction, à Londres, à New York et à Paris. Nous avons les mêmes problèmes, des questions de ville avec des grandes densités. Tout le monde veut aller dans le centre. Et nous envisageons les mêmes solutions, et cela prouve que nous allons dans la bonne direction, nous faisons les mêmes choses. Et je pense que le programme OpenStreet est tout à fait impressionnant dans la manière où vous avez industrialisé, dirons-nous, le processus, et c'est très impressionnant. Je ne suis pas en charge des terrasses à Paris, donc je ne sais pas comment mes collègues ont fait, mais quoi qu'il en soit, c'est un fantastique travail. Et voilà. Je ne vous entends pas, malheureusement. Je voulais simplement vous dire merci beaucoup, et j'allais passer la parole à Will. Merci. Il y a de nombreuses choses particulièrement enthousiasmantes qui se passent dans le monde entier et j'ai regardé ce qui a été fait à Paris. Je suis très heureux de voir l'ambition de Paris. Et nous avons vu que c'était vraiment une inspiration de regarder ce qui a été fait à New York avec les restaurants. Et vous faites également un petit peu ce que nous avons fait avec les rues auprès des écoles. Nous allons commencer avec un petit nombre et ensuite nous avons vu une montée en puissance. Mais pour moi, ce qui m'inspire le plus, c'est que ça a lieu, ça se passe réellement dans les villes, dans des grandes villes comme cela. Et les choses sont différentes selon les villes. Mais il y a une demande générale dans le monde entier pour cela. Et dans ces trois villes. Et ce qui est important dans ce séminaire, c'est que nous sommes représentons toutes des grandes méga-villes. Et c'est vraiment un défi très différent lorsqu'on parle de Paris, de New York, de Londres. Et ce que nous montrons en tout cas, c'est que c'est impossible. Et les trois villes sont très importantes dans le monde. Et nous devons rester en compétition les uns avec les autres. Et
Et je sais que mon maire regarde tout à fait ce qui se fait à Paris, et je sais que le maire de Paris regarde ce que nous faisons à Londres, et nous devons continuer cette rivalité, dirons-nous. Et c'est important, en tout cas, de continuer à voler les idées les uns des autres, à voler sans vergogne les idées les uns des autres. Et je pense que c'est vraiment très heureux de voir la présentation d'Émilie et de Charlotte et d'avoir entendu l'adjoint au maire de Paris. Merci beaucoup, Will. Vous êtes donc entré dans la compétition et nous allons la gagner, cette compétition. Je suis présidente du séminaire, je ne peux malheureusement pas prendre parti pour aucun d'entre vous. Et je vais passer la parole à Émilie. Oui, et il y a quelque chose que j'admire à, à Londres et à Paris, c'est que c'est vraiment un message très sophistiqué que vous avez créé autour de cette initiative. Et en particulier, j'ai vraiment l'impression que vous avez une longueur d'avance pour ce qui en est de l'impact de la qualité de l'air. Et c'est là où nous voudrions être actuellement dans notre ville. Et parce que ces rues piétonnes on présente vraiment une vaste palette d'avantages. Et je pense que la manière dont vous parlez tous les deux des écoles, des familles, des enfants, nous ne pouvons pas dire non à ce genre de choses, à cette volonté de rendre notre ville meilleure. Et c'est brillant, et c'est quelque chose que nous voudrions voir à l'avenir et sur lequel nous allons continuer à travailler. Merci beaucoup. Et je vais essayer de combiner quelques-unes des questions que nous avons eues dans le chat. Une des questions est: est-ce que ce genre d'initiative d'extension des terrasses de restaurants sur les trottoirs, pensez-vous que cette initiative va continuer après le confinement? Donc c'est une question peut-être pour Charlotte et Émilie. Mais ces initiatives vont-elles être étendues à d'autres types d'occupations des espaces publics? Et Will, est-ce que nous allons conserver ces activités? Et une autre question à Will, c'est comment allons-nous conserver cet élan auprès du public? Et en particulier pour le vélo. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Will, vous avez déjà allumé votre micro. Est-ce que quand vous parlez de conserver l'élan, est-ce que vous voulez parler du nombre de personnes qui font du vélo, ou comment nous allons gérer le nombre de personnes? Et la réponse est, je pense que il s'agit un petit peu des deux aspects de la question. Eh bien, nous essayons de créer un cercle virtueux. Nous avons de plus de personnes qui vont faire du vélo, et cela va renforcer un peu ce que nous sommes en train de faire. Premièrement, c'est vraiment de continuer le développement de cette piste cyclable et du cyclisme comme mode de déplacement. Et nous devons essayer d'être en relation avec les gens de différentes communautés, les femmes, les enfants, de leur parler, de leur expliquer cela. Et le meilleur moyen de faire cela, c'est d'avoir un réseau de pistes cyclables sûres. Nous voyons que l'un des points clés en Londres, c'est de continuer à investir dans les infrastructures et les pistes cyclables. Nous devons aider les gens qui seraient tentés d'utiliser leur vélo de vraiment franchir le pas. Et nous essayons vraiment d'avoir un système qui va permettre d'atteindre différentes communautés, différents groupes. Et nous pouvons travailler avec des femmes, nous pouvons travailler avec différentes communautés, y compris religieuses. Nous travaillons avec certaines mosquées, nous essayons de mettre en place des réseaux pour cela. Et nous essayons également de fournir une formation aux enfants par des réseaux scolaires, et également d'avoir des formations, des vidéos éducatives pour les adultes qui seraient utilisables dans le monde entier. Et vous allez pouvoir l'utiliser à Paris et aux États-Unis. Mais si vous venez à Londres, n'oubliez pas que nous faisons du vélo de l'autre côté de la rue.
Merci, Will. Et je vais passer la parole à Émilie maintenant. Oui, et heureusement, notre maire a bien compris que nous devons travailler sur ces points, essayer de faire en sorte que ces avancées demeurent permanentes. Nous avons eu les résultats de nos programmes Open Street et Open Restaurants. Et il y a une équipe de gens qui travaillent sur ces programmes et d'une manière beaucoup plus technique pour faire en sorte que ce programme devienne quelque chose de pérenne. Et nous devons avoir une pensée beaucoup plus agile pour passer d'un mode de crise actuellement pour trouver un équilibre sur le long terme et d'être en mesure de donner une portion de la rue ou de la route aux terrasses de restaurants dans le futur. Et nous travaillons vraiment sur ces différentes lignes directrices beaucoup plus nuancées qui sont nécessaires pour vraiment préserver cet équilibre. Parce que, comme vous l'avez dit au début, c'est important de reconnaître ce que nous pouvons faire dans nos routes et dans nos rues, et de faire en sorte de bien comprendre qu'il y a malgré tout un accès qui est nécessaire pour aller chercher des gens, pour des questions d'urgence. Et plus nous sommes francs avec ce dont nous avons besoin, et plus facilement nous serons en mesure d'avancer et d'utiliser les outils qui sont les nôtres et vraiment de bénéficier de l'élan que nous avons développé au cours de l'année dernière. Et nous pouvons avoir cette utilisation beaucoup plus progressiste des rues. Merci, Émilie. Et pour finir, je vais passer la parole à Charlotte. Oui, à Paris, nous essayons de conserver tout ce que nous avons fait pendant la crise du Covid. Nous avons donné de l'espace aux cyclistes, aux bus et aux restaurants. Nous essayons de conserver tout cela. Nous allons faire en sorte que cela devienne permanent. Donc des pistes cyclables permanentes, des terrasses permanentes, et bien sûr nous avons un événement très important qui va avoir lieu dans quelques années à Paris. Nous voulons avoir des choses beaucoup plus belles dans les rues que simplement des plots en plastique rose. L'idée est vraiment de préserver ce que nous avons eu avec quelques adaptations qui doivent être trouvées bien sûr dans certains endroits, mais l'objectif est vraiment de préserver ce que nous avons et même d'approfondir les choses, d'avoir davantage de cyclistes, d'avoir davantage d'arbres et davantage de végétation encore. Et pour les cyclistes, pendant la pandémie, lorsque les gens ont commencé à faire du vélo, je pense qu'ils ne vont pas revenir en arrière et reprendre leur voiture, car faire du vélo à Paris, c'est la meilleure manière de voyager, car les transports publics sont malheureusement très encombrés. Et je pense que nous allons conserver nos cyclistes, mais nous avons malgré tout des problèmes parce que nous avons trop de cyclistes et nous avons des problèmes de cohabitation entre les voitures et les vélos. Nous avons également certaines intersections qui sont un petit peu encombrées et malheureusement les cyclistes ne peuvent pas tourner à certains endroits. Donc il y a des défis qui sont encore présents dans notre ville et que nous allons devoir relever. Malheureusement, c'est les problèmes que nous avons. Merci beaucoup, Charlotte. Une question très rapide que je vais poser à tout le monde au sujet de la transition juste vers les mégacities et les mégavilles. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir une mégaville sans voiture? Et pourquoi est-ce important pour les communautés dans votre ville? Will, vous avez ouvert votre micro, donc vous pouvez y aller. Et donc, je pense que tout repose sur la justice.
Ça n'est pas juste que des gens vivent dans des zones plus polluées et qu'ils aient une santé mentale moins bonne, que certains payent davantage pour le transport que d'autres personnes. Et tout cela repose sur la justice et l'équité. Nous devons être en mesure d'offrir la même opportunité à tout le monde, que tout le monde puisse bénéficier de la même manière. Et c'est vraiment au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Tout s'articule autour de la justice en termes d'âge, de revenus, d'ethnicité, d'appartenance ethnique. Tout le monde devrait être en mesure de bénéficier de tous les avantages de la ville, de pouvoir prendre son vélo, de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer de manière durable, de bénéficier d'un système de transport durable et également d'avoir des systèmes de transport actifs. Merci. Émilie, est-ce que je peux avoir un petit commentaire de votre part au sujet de la justice et de la transition juste? Oui, tout à fait. Et vous avez peut-être fait l'expérience dans les rues de New York et donc il y a vraiment le, il y a eu fait l'expérience d'être assis à une terrasse à l'extérieur et de voir une manifestation qui se déroulait juste à côté. Et donc c'est quelque chose qui peut arriver en simultané dans nos rues. Et malheureusement, vous pouvez voir certaines barricades de police qui sont érigées justement euh, à cause des manifestations. Et vous pouvez malheureusement comprendre que cela peut être vu comme un symbole euh, par certaines communautés, parce que nous utilisons du coup ces barricades de police pour partager nos rues, mais nous devons être conscients que nous utilisons quelquefois ces barricades de police pour séparer les gens et séparer les communautés. Et donc nous devons faire encore en sorte que ces rues soient plus accueillantes pour tout le monde. Et comme cela a déjà été dit, nous devons avoir un meilleur engagement des communautés avec les communautés et d'aller chercher les communautés là où elles sont et d'avoir des partenariats publics, privés, dans nos espaces publics. Mais malgré toutes les bonnes intentions, il reste encore de nombreuses lacunes à déplorer et il va falloir utiliser de manière plus intelligente les financements qui existent et nous devons également nous faire un plaidoyer pour avoir un budget plus conséquent, pour mieux travailler avec les différents quartiers qui peuvent peut-être manquer à l'heure actuelle d'investissement et de soutien structurel. Et donc c'est une dimension sur laquelle nous devons travailler pour vraiment mieux gérer ces rues. Et nous devons travailler des modèles, continuer à faire un plaidoyer pour obtenir davantage de financement en insistant sur les bénéfices qui peuvent découler de ces investissements. Et être en mesure de travailler également pour de larges pans de la ville de New York. Merci beaucoup, Émilie. Et Charlotte, je vais vous passer la parole pour les derniers mots avant la conclusion. Eh bien, je ne vais pas rajouter davantage parce que je pense que nous pensons la même chose. Un des choix importants, c'est en termes de justice, c'est que tout le monde devrait avoir le choix de son mode de transport. Et cela veut dire que vous devriez être en mesure de choisir si vous voulez prendre votre vélo, si vous voulez marcher. Et malheureusement, dans certaines zones de Paris, la voiture représente encore 50% des déplacements et malheureusement, vous ne pouvez pas prendre votre vélo et vous devriez être en mesure de pouvoir choisir de prendre votre vélo. Et c'est vraiment une fantastique phrase pour conclure notre séminaire. Et pour finir, je voudrais vous remercier tout particulièrement Will, Emily et Charlotte. Merci également à David Belliot de nous avoir envoyé